Bienvenue en première classe, un balado par Gentologie, le magazine pour gentlemen. Mon nom est Normand Boulanger et je suis le fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Gentologie. Et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce 11e épisode. En première classe, c'est un espace de discussion où l'élégance contemporaine se vit à travers la connaissance, le savoir et l'expérience. Qu'il s'agisse de style, de gastronomie, d'art, de voyage ou d'automobile. Aujourd'hui, nous explorons une autre facette du gentleman, soit les spiritueux. Plus précisément, le gin. À ce propos, je reçois Fabien Maillard, entrepreneur, artisan du verre et véritable pionnier de la mixologie au Québec. Ambassadeur de la marque Hendrix depuis 2 ans, reconnu bien au-delà de nos frontières, il a contribué à façonner toute une culture cocktail au Canada. Dans cet entretien, nous allons remonter aux origines de la marque, plonger dans les coulisses du métier d'ambassadeur et finir par la question qui révèle si on a vraiment compris Hendrix. Sans oublier quelques concoctions à explorer. Une conversation qui s'annonce aussi raffinée que les créations qui ont fait sa réputation. Installez-vous confortablement et bienvenue en première classe. Hey, bonjour Fabien, ça va bien? Bienvenue en première classe. Merci, bonjour Normand, comment vas-tu? Oui, ça va très bien, ça va très bien. On se connaît depuis quelques temps et puis depuis, je crois, ça fait deux ans que tu es maintenant ambassadeur Hendrix. Ça va faire officiellement 2 ans au mois de juin, effectivement. Wow, ouais, c'est bien. Donc, si tu peux nous faire un petit peu, juste rapidement, un peu ton parcours, un peu, qu'est-ce qui t'a amené là chez Hendrix, puis après, on va parler un peu de la marque et de ce qui arrive sur les nouveautés pour cette saison. Écoute, le parcours, je suis dans l'univers de l'hospitalité depuis une couple de décennies. J'ai dans mon passé expérimenté l'entrepreneuriat puisque j'ai mis en place une compagnie d'événementiel qui était Mix World Bar Entertainment. Et en 2008, j'ai cofondé le lab Comptoir à Cocktail que, dans le fond, j'ai rené jusqu'à sa fin. Et sa fin officielle est arrivée en même temps que la Covid. Donc, comme pour beaucoup d'autres collègues, on a dû faire des choix difficiles. Voilà, donc c'est sûr que d'être dans l'univers de l'hospitalité, de la mixologie pendant autant d'années, ça a mis quand même de bonnes bases solides en termes de connaissances, de contacts. Et dans cette transformation, je suis allé de l'autre côté de la scène du spiritueux. Donc je la travaillais plus derrière le comptoir, mais d'aller la présenter, donc de rejoindre la compagnie Peter Menensky pour au début être plus dans la représentation dans les comptes luxe de Montréal. Et quand l'opportunité s'est offerte de prendre le rôle d'ambassadeur pour Hendrix, tu peux bien comprendre que j'ai sauté dessus, étant donné que c'est un produit que, j'allais dire, d'une certaine manière, j'ai vu naître à travers les cocktails dans les bars et que j'ai vu grandir. Donc, voilà. Parlant justement de la naissance d'Hendrix, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un historique de la marque? Plusieurs gens qui pourraient penser que la marque est très vieille alors qu'elle est quand même va avoir son trentenaire seulement en 2029. Donc, oui, écoute, cette année, c'est une grande année pour nous. On fête nos 25 ans. C'est quasiment la majorité internationale. C'est vrai que Hendrix est souvent perçu comme une marque ancienne, mais en réalité, il est né en 1999. C'est un gin qui vient d'Écosse, dans la région de l'Ayrshire, au sud-ouest du pays, plus précisément dans le village portuaire de Girvan. Donc au sein de la famille William Grant & Son. Okay. Et ce qui est fascinant, c'est que même si la marque est jeune, elle s'appuie beaucoup sur des méthodes et des équipements du 19e siècle. Et au cours de cette création, dans le fond, prendre en considération, il y a une rencontre entre une vision et une grande liberté créative.
C'est vraiment intéressant. Et puis quand on parle de justement liberté créative, on peut pas passer sous silence le génie de la créatrice. Leslie Gracie, oui, en fait, c'est déjà la base d'une rencontre entre, comme je l'ai dit, la vision et la création. La vision, on la doit à Charles Gordon Grant, qui est héritier de la famille William Grant. C'est lui qui, déjà dès les années 60, avait un peu cet esprit de non pas créer un jean de plus, mais un jean qui soit différent, puisqu'à l'époque, on était quand même sur des jeans qui manquaient un peu de discussion. C'était beaucoup plus sur la baie de Genève, il n'y avait pas beaucoup de subtilité. Et Leslie Gracie, c'est la chimiste des arômes qui est arrivée et qui a su exprimer à sa façon, interpréter, développer la vision de Charles Gordon. Et c'est avec son approche assez unique, puisqu'elle va assembler deux distillats complémentaires. Un distillat qui est relativement riche et structuré, qui va être issu d'un alambic Bennett, et puis un distillat qui va être plus léger et aérien, qui lui va être issu d'un alambic Catoren. Et c'est dans cette signature aromatique après distillation et tout ça qu'elle va créer vraiment, mettre en place Hendrix, ou le Hendrix qu'on connaît aujourd'hui. Et depuis, il y a eu une variété de produits tout un peu aussi explosifs, un peu différents, un peu dans une imagerie assez rétro, on pourrait dire, mais aussi futuriste. C'est un peu un gin on pourrait qualifier de rétro-futuriste. Écoute, oui, si on veut, c'est un gin très moderne, puisque Hendrix, d'une certaine manière, a pavé un peu toute la catégorie du distill gin et des contemporary et New Western Gin, un peu qu'on peut connaître entre autres avec l'explosion qu'on a vu sur nos gins de terroir ici. Mais Hendrix c'est un précurseur dans la catégorie de craft gin, de gin de terroir, et en effet c'est d'avoir cette notion intemporelle, donc ce voyage dans le temps. C'est vrai que le côté flacon apothicaire était très séducteur aussi à l'époque. On pourrait se souvenir que dans les années fin des années 90 de Bill, c'est le retour de la mixologie à l'international, et Hendrix est tombé à un point nommé où il y avait un flacon original qui nous rappelait un peu nos alchimistes d'antan, mais avec un goût aventureux, unique, et travaillé davantage sur la finesse et l'équilibre. Et justement, par rapport à ça, le concombre et la rose, ça vient de où cette idée de combiner ces deux arômes-là qui sont quand même pas un classique pour le gin, mais de vouloir se différencier par rapport à ce qu'il y avait sur le marché, comme tu disais tout à l'heure. Donc, pourquoi le concombre? Pourquoi la rose? Écoute, c'est vrai que souvent le concombre et la rose sont perçus comme un élément marketing, mais en réalité, c'est vraiment une décision qui est vraiment profondément plus sensorielle. Alors bon, pour les anecdotes, c'est souvent un peu la rumeur d'une dégustation de gin en plein été dans une roseraie en mangeant un sandwich au concombre. Ça aurait influencé l'aventure, mais plus réalistiquement, c'est que la rose, elle va vraiment apporter une douceur florale à notre gin et une forme d'élégance. Et le concombre, lui, c'est ce côté un peu plus sur la fraîcheur, la légèreté, la longueur en bouche, et vraiment de saveurs, de arômes qui se différencient vraiment de ce que l'on pouvait retrouver il y a 25 ans en arrière. C'est vraiment intéressant de voir ça, justement ce côté un peu différent par rapport à ce qui se retrouvait sur le marché. Puis justement, toi, dans ton travail d'ambassadeur, comment tu différencies ça par rapport aux autres gins québécois et canadiens? Parce qu'il faut le dire, tu es ambassadeur pour le pays au complet. Donc, comment tu introduis Hendrix justement par rapport à ce qui se fait ici, par rapport à ce qui se fait ailleurs? Écoute, il y a vraiment d'excellents gins, quoi qu'il en soit. Je mentirais de dire que Hendrix est le meilleur au monde, même si j'ai beaucoup d'affection pour Hendrix. Et c'est définitivement, déjà, il faut prendre en considération le style de gin.
Hein. Il y a plusieurs styles dans la catégorie de jeans. Il y a les compound, il y a les distill jeans, les plus populaires. Les dry jeans aussi, les London Dry. Donc il y a vraiment différents styles dans cette catégorie. Donc déjà bien comprendre le style, l'intention, et après c'est vraiment de replacer Hendrix. C'est un peu comme l'élément précurseur. Hein. Leslie Gracie a vraiment chambouler un peu les règles qui étaient en place à l'époque. Elle a joué du coude. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une référence internationale dans ce domaine-là. Mais c'est vraiment elle qui a pavé la route à tous ces jeans fantastiques qu'on peut trouver, que ce soit sur notre terroir, mais à travers les différents pays. C'est vraiment intéressant. Je l'ai interviewé avec Ali Martin il y a quelques années, et puis c'est assez quand même. Elle s'inspire vraiment de ce qui existait au début souvent sans essayer d'aller trop loin. Justement, elle revient un peu dans l'historique pour un peu faire revivre des saveurs qui étaient un peu perdues. Je trouve ça intéressant, justement, par rapport à quelque chose. On dirait que tout le temps, des fois, les gens essaient d'aller vers des trucs nouveaux, mais quand on voit des personnes comme ça qui vont chercher un peu des saveurs à l'ancienne pour nous rappeler notre l'historique qu'on adore avec des produits qui ont déjà vécu, mais amélioré, parce qu'on s'entend quand on était dans les années peut-être un peu 50, 60, peut-être que c'était un petit peu moins dégustatif, c'était peut-être un petit peu plus risqué pour certains produits, mais je trouve ça intéressant d'aller justement vers ça ici. Mais tu as raison, la catégorie de gin à l'époque était un peu moins gustative. C'est sûr que il y a cette combinaison. Je pense que le savoir-faire, c'est d'être capable de maîtriser des techniques d'anciens temps, puisqu'elles ont fait leurs preuves. Mais je crois que Leslie Gracie, c'est là aussi où elle sait se démarquer. C'est dans son ouverture d'esprit, dans son observation, dans sa curiosité, et aussi, je le répète souvent, mais dans cette quête d'équilibre, hein, parce qu'au final, c'est un peu ça, d'être précurseur et de rechercher la perfection. Beaucoup de jeans essayent d'imiter, hein, mais on retrouve pas ça. Des fois on veut aller vite, et je pense que ce qu'on peut retenir, et ça c'est un peu l'héritage de William Grant & Son, c'est de savoir prendre le temps. Hein, puis il faut situer, mettons que si on va à Girvan en Écosse, on est quand même dans un bord de mer, c'est assez venteux, c'est souvent brumeux, puis il y a cette notion de temps. C'est en Écosse, avec notre passé dans l'univers du whisky, on sait qu'il faut laisser reposer, qu'il faut laisser maturer, il faut pas essayer de précipiter les choses. Et Leslie Gracie est vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc, elle va respecter les traditions, mais elle arrive toujours avec des combinaisons aromatiques exceptionnelles, mais justement toujours avec un agencement et une quête de perfection de ce côté-là aussi. C'est vraiment intéressant, justement, par rapport, si on revient un peu par rapport au marché québécois-canadien, en quoi Hendrix, comment tu le vends au Canada par rapport à ce que tu le vends au Québec, le reste du Canada, en fait, par rapport au Québec, est-ce qu'il y a des différences dans l'approche? C'est sûr, le Canada, c'est un marché, mais c'est plus en apparence, hein, parce qu'en réalité, c'est vraiment une mosaïque de dynamiques complètement différentes. Et le Québec en soi est unique, notamment en cause de la Société des alcools du Québec, hein, la fameuse SAQ. Mais en gros, si je pourrais faire un comparatif ou une distinction, c'est Québec, on est vraiment plus sur, premièrement, un marché centralisé, mais avec donc la forte influence de SAQ, mais on est surtout beaucoup sur l'importance de l'éducation et du discours autour des produits, peu importe les marques. Si on prend dans l'ensemble du Canada, en général, c'est plus déjà un marché un peu plus fragmenté, dépendamment les provinces, qui va être beaucoup plus axé sur la promotion, et c'est plus une dynamique compétitive sur le volume, plus que sur la qualité des fois. Mais est-ce que les gens qui consomment le gin le consomment de la même façon? Est-ce que c'est différent d'ici? Est-ce que...
Bah écoute, oui, se consomme de la même manière. Si on prend dans les combinaisons, les tendances cocktails, on est dans la même approche at large par rapport à ce que je vois. Après, pour être honnête, mon univers est composé de bars à cocktails, donc je vois des tendances communes avec des signatures créatives comme on peut voir dans les restaurants par rapport aux chefs. Mais oui, il y a quand même beaucoup de notions communes. Grosse distinction, je dirais, ou qui apparaît plus au Québec, c'est un peu cette recherche de combinaison d'arômes ou d'éléments de matière première du terroir. On a toujours un peu cette recherche, ou beaucoup plus en tout cas, d'aller chercher des petits ingrédients locaux, des fois qu'on aime bien. Et là, je parle pas juste du gin, puisque le mien vient d'Écosse, mais d'être capable d'associer, faire ce lien, donc un peu à l'image du Québec, j'allais dire de Montréal, où on est tous Canadiens, Québécois, mais on vient un peu de partout. C'est un peu ça. Donc, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Mais voilà, après, je pense que c'est au jour d'aujourd'hui, la scène cocktail, comme telle, c'est une grande fraternité, avant tout. Et puis le consommateur, en règle générale, oui, on est toujours un peu dans la même approche. Le gin tonic reste très populaire. Le martini cocktail est très populaire. On a des grosses tendances sur le spritz, également, bien sûr. Et puis voilà, on va arriver, nous, avec nos nouvelles saveurs bientôt. Mais justement, par rapport à ce qu'on disait, on parle des tendances cocktails et tout, est-ce que tu remarques que la SAQ en parle de plus en plus, qu'il y a des gens qui consomment de moins en moins d'alcool, ou du moins le consomment mieux, justement, ils font attention à leur consommation? Est-ce que ça paraît dans ce que tu vois par rapport à... Est-ce que les gens prennent plus des cocktails allongés par rapport avec un petit peu moins... Oui, il y a vraiment un mouvement global, international de ce côté-là. Donc, une forte croissance des cocktails en faible teneur d'alcool ou sans alcool. Partout, il y a un gros travail qui est fait dessus. Donc, il y a une grosse réflexion quant à la consommation. Il y a en effet une baisse de consommation spiritueux, la SAQ en parle, mais à travers les autres provinces ou d'autres pays, on le ressent également. Je pense que c'est un peu, beaucoup de facteurs sont mis en lien. Il y a aussi un élément qu'on oublie de prendre en considération, mais au jour d'aujourd'hui, on a énormément de choix. Quelles que soient toutes les catégories spiritueuses. Donc, à un moment donné, les gens se retrouvent plus difficilement. On essaie, pendant la pandémie, on aimait bien, par exemple, essayer plusieurs spiritueux dans la semaine, mais dans la réalité des choses, les gens se sont un peu calmés. Trop de diversité, justement, fait que les gens se perdent. Donc, c'est vrai qu'il y a des catégories qui souffrent plus que d'autres. Après, voilà. D'une certaine manière, on bénéficie un peu de la notoriété, du savoir-faire et d'être capable de perdurer dans le temps, puisque ça fait 25 ans qu'on a ancré l'image et la qualité Hendrix. Donc, c'est à date, les gens, justement, vont retourner un peu sur des valeurs sûres, des choses qu'ils connaissent, où ils savent que il va y avoir une attention particulière, plutôt qu'au jour d'aujourd'hui d'aller innover toutes les semaines, d'aller chercher de nouvelles saveurs. Je pense que les gens, pour l'instant, cherchent un peu plus de stabilité, consomment moins ou font plus attention également. C'est un air du temps, on va voir ce que le futur va nous dire. Peut-être qu'un jour, on verra un gin Hendrix sans alcool. Qui sait? Je n'essaierai pas de... J'ai pas les clés du cabinet des curiosités de Leslie Gracie, mais je douterais pas qu'elle a dû faire des tests. Si on parle justement des nouveaux produits chez Hendrix, avec Another Hendrix qui arrive un peu, ce qui est sur les tablettes très bientôt. Comment tu le présentes et qu'est-ce que c'est comme produit? C'est assez différent quand même. On s'entend qu'on est dans le yin et le yang avec et le yang avec le blanc et le noir, donc... Absolument, mais écoute, Another Hendrix marque une étape importante dans l'univers Hendrix. Comme je te dis, c'est notre 25e anniversaire. C'est la deuxième édition en presque 10 ans, deuxième édition permanente, après Orbium qui a été lancé en 2017.
Voilà, donc surtout, il faut comprendre qu'avec Another Hendrix, c'est que ce n'est pas une rupture, mais c'est une nouvelle interprétation de l'ADN de Hendrix. Leslie Gracie aime bien nous faire ce genre de présentation d'aventure. Donc c'est vraiment un gin Hendrix à part entière. C'est juste que le profil aromatique va être transformé ou on va aller travailler sur des notes de fleurs d'oranger pour le côté un peu fraîcheur et éclat. Et on va également travailler sur le cacao pour la rondeur et la profondeur. Donc le cacao, c'est relativement inusité dans l'univers du gin à jour d'aujourd'hui, mais là c'est vraiment quelque chose. Donc c'est ça, toujours dans cette quête d'équilibre. Donc on est sur Another Hendrix, un gin qui est vraiment très élégant, avec la grande différenciation avec le Hendrix qu'on dit original. Il va être un petit peu plus enveloppant, un peu plus texturé. OK, donc on sort vraiment de l'univers du concombre et de la rose. Là. On est totalement ailleurs. Exactement, c'est une nouvelle porte d'entrée dans l'univers Hendrix. Et comment on le consomme, ce produit-là? Qu'est-ce qu'on... Tu t'ai vu avec à quelques reprises. C'était à Toronto récemment aussi pour un événement de lancement. Et comment on le consomme? Est-ce que c'est un peu la même dans un gin tonic ou on y va dans une autre approche? Alors, tu as entièrement raison. En gin tonic, Another Hendrix fonctionne merveilleusement bien. Ça ouvre une autre dimension au gin tonic. Donc c'est très facile de le présenter, de le travailler. Également, je parlais tout à l'heure des spritz, mais on peut vraiment l'adapter dans cet univers-là. Mettons avec un petit cordial de fleurs de sureau, vin effervescent. On a quelque chose de très estival, mais de très agréable. Justement, on va avoir cette expression un peu de cacao qui vient prendre le dessus. Et je pense aussi un très beau cocktail d'été, c'est le Sgropino. J'ai pas l'accent italien pour le prononcer, mais le Sgropino, dans le fond, c'est un cocktail italien originaire de Venise qui traditionnellement était servi pour rafraîchir le palais. Et dans le fond, on va changer un peu la lecture de ce cocktail qui, dans le fond, se compose d'un sorbet au citron. Originalement, on le faisait avec de la grappa et du vin effervescent. Donc là, on le transforme un peu. Donc, on remplace la grappa par Another Hendrix. Donc voilà, on ouvre vraiment une autre dimension où, dans le fond, avec les notes de fleurs d'oranger, de cacao, on va venir adoucir un peu l'acidité du citron, on va apporter de la texture et ça va créer une sensation un peu plus ronde et plus élégante. Donc un petit cocktail dessert qui va être le fun à proposer, par exemple. C'est vraiment intéressant. Moi, je le voyais aussi également dans des cocktails vraiment plus estivales, quasiment un peu caribéens, avec justement l'orange et le chocolat, quelque chose qui pourrait être intéressant. Ça peut être même quasiment un gin de dessert aussi, avec ces saveurs-là quand même. Oui, mais je t'avouerai que pour l'avoir présenté à plusieurs bartenders mixologues dans les dernières semaines, il y a beaucoup d'horizons et de possibilités. J'ai vu revisiter un cocktail bijou, donc en version bijou blanc avec une chartreuse jaune et vermouth, et c'est exceptionnel. On l'a travaillé en martini, un martini classique. On n'ira pas sur un dirty martini olive, mais un martini classique avec un petit twist d'agrumes dessus et quelques gouttes d'huile d'olive juste pour ajouter sur la texture. C'est fantastique. Donc oui, c'est un gin qui va ouvrir beaucoup d'horizons. Il faudra pas s'attacher au côté chocolaté dessert. Ben au contraire, on va pouvoir faire des choses incroyables autour de ça. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment fascinant d'aller dans cet univers-là un peu plus agrumé, justement, par rapport à déjà qu'on n'a pas tant de gin agrumé. On a beaucoup de citron, mais pas tant du côté de l'orange, justement, comme tu parlais. C'est un peu plus rare, justement, dans les gins. C'est un peu plus, souvent, c'est dans des liqueurs un peu plus sucrées qu'on retrouve ça. C'est intéressant d'y aller dans cette palette-là, quand même. Oui, toujours en équilibre, en balance. Donc c'est avec la complexité qu'Hendrix que Leslie Gracie sait mettre dans
la bouteille de Hendrix. Donc on a vraiment une très belle évolution entre le nez, la bouche, la longueur en bouche qui est fantastique, et cette perception en finale qui est vraiment exceptionnelle. Et pour les consommateurs, ça arrive quand en SAQ? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que c'est déjà... Alors, écoute, on est en relâchement progressif à travers le Canada. Oui, l'Ontario l'a eu un petit peu avant nous. Là, on est sur certaines... on est sur certains ajustements avec la SAQ pour l'étiquetage. Hein, on est... les irréductibles de ce côté-là. Donc, on croise les doigts, mais il devrait arriver pour, si tout va bien, la mi-été, ou en tout cas pour la rentrée, c'est certain. Ah, c'est bien, ça, quand même, ça va être le fun pour ça. Et puis, si on parle d'Hendrix, là, comment qu'on sait qu'on a vraiment compris Hendrix, là, en tant que gentleman, comment qu'il faut l'approcher, le produit, comment on sait qu'on est vraiment un fan d'Hendrix un peu, qu'est-ce qui fait que on sait vraiment comment boire le Hendrix? Bonne question, très bonne question. Écoute, je pense que c'est le signe qu'on a vraiment compris Hendrix. Ce n'est pas de parler de concombre ou de la rose, mais c'est de comprendre que rien n'est laissé au hasard. Ce soit le liquide, le service, la verrerie, la garniture, l'univers Hendrix, tout est intentionnel. Hein. Hendrix, c'est pas simplement un gin, c'est vraiment une expérience qui est pensée dans son ensemble. C'est vraiment intéressant. Et toi, si tu avais un cocktail à nous de ton cru, on sait que tu es un mixologue avancé, je voulais pas dire senior, mais avec beaucoup d'expérience, c'est quoi ton cocktail favori avec le Hendrix, autre que le classique gin tonic, évidemment? Mais quand on prend un cocktail Hendrix, si on veut vraiment le découvrir pour une personne, mettons, qui le déguste pour une première fois, ce serait quoi? Malgré l'expérience, j'aime bien revenir au classique. Définitivement en version de gin tonic. Même si n'est pas en parler, mais je pense que quand on choisit un tonic de qualité, avec chacune des expressions de Hendrix, on peut vraiment se faire plaisir. Après, j'ai des coups de cœur cocktail en fonction des sélections, mais je pense que un grand classique, c'est un simple gimlet. OK. Oui. Moi, j'aime bien revenir aux bases très simples. Je trouve que j'adore la mixologie, j'adore l'évolution qu'elle a prise, mais ça reste dans la simplicité qu'on apprécie le mieux les choses. Et juste pour revenir sur ton gin tonic, quand on parle de le tonic, justement, l'ingrédient qui est comme un peu la balance du gin, est-ce qu'il y a des saveurs de tonic que tu nous conseilles? Est-ce qu'il y a des marques de tonic qu'il faut aller chercher? Quand on parle d'un tonic de qualité, j'imagine que tu as des noms en tête. Est-ce qu'il y a des saveurs? Bien qu'au niveau international, après je suis pas pour faire des pubs de marques, hein, mais au niveau international, Hendrix s'associe souvent à Fever Tree parce que ils ont une gamme élargie de toniques et qu'ils travaillent un peu plus la qualité. J'aime bien mettre de l'avant nos produits du terroir et je pense que la gamme 1642 est très intéressante également à travailler. Après, pour être bien honnête, je pense que c'est comme les cocktails, ça revient à chacun d'y aller avec son appréciation personnelle. C'est un peu ça le secret du bonheur. Hein. Donc, je pourrais vous donner plein de marques ou plein de suggestions, mais c'est de s'aventurer. Hendrix, c'est aussi une hymne à l'aventure. Hein. Donc, faut pas hésiter à expérimenter. Je sais qu'il y a des toniques de type méditerranéen, il y a des toniques au yuzu, au pamplemousse, au concombre. Donc, on peut vraiment s'amuser en fonction du type de Hendrix que l'on a sous la main et de son influence du moment. C'est vraiment pertinent ce que tu dis et ça laisse un choix incroyable pour les diverses explorations avec les différents produits Hendrix, dont le nouveau Another Hendrix, qui, on le rappelle, devrait se retrouver sur les tablettes de la SAQ au milieu de l'été.
Un énorme merci, Fabien. C'était un plaisir, comme à chaque fois que je te croise. Et puis, on se retrouve très bientôt. Et c'est ce qui termine le 11e épisode dans Première Classe, un balado par Gentologie, le magazine pour gentlemen. Merci d'avoir été des nôtres pour cette conversation avec M. Fabien Maillard et d'y avoir accordé toute votre attention jusqu'au dernier mot. Si cet échange vous a inspiré, je vous invite à découvrir une multitude de contenus sur gentologie.com, à vous abonner au balado et à partager cet épisode avec ceux pour qui l'art de vivre, la culture et le savoir-faire ont une vraie valeur. Je suis Normand Boulanger, fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Gentologie et on se retrouve très bientôt en Première Classe.